faut voir le réseau comme un accélérateur de business. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Espion Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Harold Parizeau. Harold, c'est le fondateur du Chinese Business Club. Le Chinese Business Club, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros club d'affaires de France. Dans cette interview, Harold va vous raconter bien un petit peu son parcours. Comment est-ce qu'il a fait pour bâtir une réputation aussi solide? Comment est-ce qu'il a fait pour bâtir une image aussi prestigieuse? Il va vous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour rassembler des grandes personnalités politiques. La force d'un réseau et d'un carnet d'adresses, c'est sa diversité. On parle notamment de Emmanuel Macron, Jordan Bardella. Il a également réussi à rassembler des chefs d'entreprise du CAC 40, des personnes qui ont fondé des grands groupes tels que Dassault. Harold Parizeau, c'est maintenant et c'est sur Espion Entrepreneur. Bonjour Harold. Bonjour Clément, Comment tu vas? pleine forme. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve pour commencer cette interview? Aujourd'hui, on se trouve à l'hôtel Braque Paris, qui est un super hôtel dans le 16e. On est sur le rooftop avec une vue complètement hallucinante sur la Tour Eiffel. En plus d'être un super hôtel, ils sont membres du Chinese Business Club. Harold, à la base, tu étais salarié et tu as lancé le Chinese Business Club en même temps que ton salariat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le départ de ce projet? Je suis diplômé de l'ESSEC, qui est une école de commerce près de Paris. Après, effectivement, j'étais salarié. L'avantage d'être salarié, c'est que on a l'argent qui tombe automatiquement à la fin de chaque mois, donc c'est pas désagréable. On est le vendredi soir, on est en mini-vacances jusqu'au lundi matin. Et puis un jour, je me suis dit que plutôt que de toucher 5 ou 10% de tout ce que je ramène à mon employeur, autant que ça soit pour ma boîte. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. On est resté en très bon terme évidemment. Dans la foulée, je me suis mis à mon compte en 2010 où j'ai commencé à faire de l'immobilier, qui est un univers que je trouve très difficile, qui est compliqué, où il y a beaucoup de cow-boys. Et puis surtout, il n'y a aucune récurrence. C'est-à-dire que quand tu fais un deal, c'est génial parce que tu te retrouves avec pas mal de trésors. Après, il peut très bien ne rien se passer pendant de longs mois, c'est ce qui m'est arrivé. Et le fait qu'il n'y ait pas de récurrence comme ça m'a un peu dérangé. Mais au moins, l'avantage de cette expérience, c'est que ça m'a permis de rencontrer pas mal d'acquéreurs et d'investisseurs asiatiques, notamment chinois. Et à chaque fois, ils voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français, ils voulaient rencontrer, je sais pas moi, Jean-Pierre Raffarin, etc. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, une opportunité à saisir, comme on dit. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du club, c'est comme ça que j'ai créé le club. Donc j'ai cherché un nom, j'ai trouvé la marque Chinese Business Club, qui était ni déposée ni protégée. Je trouve que la marque est assez mnémotechnique, elle est très claire. Et donc je me suis dit, je vais créer un réseau d'affaires France-Chine, franco-chinois. D'un côté, j'ai des Français qui veulent rencontrer des Chinois, super. De l'autre côté, j'ai des Chinois qui veulent rencontrer des Français, génial. Tout ça va matcher. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet, vraiment de façon totalement informelle. Et donc en septembre 2012, j'ai fait le premier déjeuner au Polo de Paris à Bagatelle. On était, je sais pas, une quarantaine ou une petite cinquantaine. Il y avait 3 ou 4 Chinois sur les 50 participants, donc c'était vraiment, c'était un peu la loose. À tel point c'était compliqué, c'est que parmi les 3-4 Chinois qui étaient là, il y en a un de l'ambassade de Chine qui vient me voir en me disant, Monsieur Parizeau, si vous recommencez, réinvitez-moi parce que ça m'intéresse et tout. Je dis, très sincèrement, vous savez, je sais vraiment pas si je vais recommencer. Parce que vous voyez bien que la parité n'est pas du tout respectée. Il me dit, ah mais si, moi si vous recommencez, je vous aide, je vous fais venir des marques chinoises présentes en France comme Huawei, Haier, Lenovo, Air China, Comac, Avic, UnionPay, JD, Alibaba. Et je lui dis, écoutez, moi je vous prends au mot. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a enchaîné les déjeuners les mois suivants et au fur et à mesure, il m'a amené plein de marques chinoises. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le début de l'aventure. Les déjeuners se passaient bien, c'était très intéressant et tout, c'était cool, et les gens passaient un bon moment. Le seul problème, pour moi en tout cas, c'est que je gagnais pas d'argent. C'est un souci. C'est-à-dire que là, il y avait un gros problème de business model. Et donc j'en parle à des copains entrepreneurs. Parce qu'en gros, je t'explique, l'argent, les gens payaient uniquement leur couvert de 150 € TTC. Comme c'est du TTC, moi je reverse la TVA à 20%. Donc en gros, j'arrondis les chiffres, je reversais 40 ou 50 € de TVA. Et donc en gros, sur les 200 € hors taxe qui me restaient, j'avais à peu près 180 € qui partaient pour les frais de location, les déjeuners, les photos, les vidéos, les machins et tout. Donc si tu veux, je margeais à, je sais pas moi, 20 ou 30 € par personne. Tu te doutes bien, mon cher Clément, que tu ne fais pas tourner une boîte avec 30 € de marge par personne. Même s'il y a 200 personnes, c'est pas rentable. Et même avec un gros volume. Même avec un très très gros volume. Donc j'en parle à des copains entrepreneurs au bout de 18 mois, mais qui me disent, mais Harold, ton business model, là, il est pourri, ça ne tient pas la route. Je dis, ok, mais c'est quoi la solution? Il me dit, ah, mais il y a une solution. Tu rends le membership et l'adhésion obligatoire. Et je leur dis, mais oui, mais les gars, si je fais ça, j'ai
j'ai tout le monde, enfin j'ai les 2 tiers des gens qui vont partir, qui vont me dire non merci. Il me dit ouais, t'as raison, les 2 tiers vont te dire non merci effectivement, et un tiers va te dire oui. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc du jour au lendemain, j'ai rendu ce système de membership obligatoire, et effectivement les 2 tiers m'ont dit finalement ça ne nous intéresse plus votre club, et un tiers m'a dit pas de problème, envoyez-nous la facture. Et donc je me suis retrouvé à éditer, je sais pas moi, 10-15 factures en l'espace de quelques semaines. Et là je me suis dit ça y est, c'est le début de l'aventure. Et donc c'est comme ça qu'a eu lieu le passage de salarié, où j'étais très heureux, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a une vraie liberté, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas besoin de demander à son N+1 ou son N+2 l'autorisation de prendre des vacances, etc. Enfin, c'est vrai qu'on réalise aujourd'hui, ça paraît délirant quand on a 35, 40, 45 ans, de demander l'autorisation à ses supérieurs hiérarchiques, l'autorisation de partir en vacances. Enfin, ça paraît lunaire. Et pourtant, c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Comme si tu étais mineur et que tu demandais à ton papa et ta maman l'autorisation de partir seul avec tes copains en vacances. Enfin, tu vois, c'est... Bon, moi aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, je suis indépendant à mon compte, je serais incapable de faire machine arrière et de redevenir salarié, vraiment incapable. Et pour ce passage-là, si je peux prendre en quelle année? De quoi, le passage de... Oui, c'est ça, c'était en 2012, 2013. Ah, c'était 2010. Ok, donc 2010. De 2010 à 2012, je fais un peu d'immobilier et tout. C'est des investisseurs potentiels asiatiques et notamment chinois qui m'ont donné l'idée de créer ce club, parce qu'à chaque fois, ils voulaient rencontrer des marques françaises à vendre, des personnalités françaises. Et c'est comme ça qu'est né le Chinese Business Club en gros septembre 2012, c'est quand j'ai fait le lancement. À partir de là, tu commences à penser ton business model, tu trouves quelque chose d'efficace. On commence à constater une certaine évolution de plus en plus exponentielle. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça évolue et jusqu'à quel moment ça commence à vraiment exploser? Les 3 premières années ont été galères, à tout point de vue, parce que j'avais pas le réseau, j'avais pas les contacts, même financièrement, c'était compliqué. Ça a mis du temps à décoller. Voilà. Après, il y a eu un avant-après en 2015, lorsque j'ai réussi à faire venir Macron en passant par le standard de Bercy. Donc ça, l'anecdote est assez amusante, mais moi c'est vrai que je connaissais personne à Bercy, donc je passais par le standard. Au final, il a fini par venir le 15 juin 2015. Ça a été un gros coup de pub parce que beaucoup de télé, de médias, de journalistes, de journaux télévisés sont venus en disant c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient, prend la parole, etc. Donc ça a été un gros coup de pub. Donc clairement, ça a été le premier avant-après au club. Le deuxième avant-après, ça a été la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que j'organise une quinzaine d'événements par an sous forme de réunions physiques. Et donc le fait qu'il y ait le Covid, ça a tout arrêté pendant 12 ou 18 mois. Moi, ma hantise, c'était que les sociétés membres, j'ai 130 sociétés membres, avec un fort taux de fidélité, parce que pour info, j'ai 90% de renouvellement et de fidélité des sociétés membres. Donc toi, ça prouve que s'ils renouvellent tous les ans, ils sont contents, a priori. Mais moi, ma hantise pendant le Covid, c'était que les membres me réclament le remboursement. Et là, en termes de trésor et tout, ça aurait été une catastrophe. Donc pour anticiper ça, je me suis dit que voilà, on allait être arrêté pendant 12 et 18 mois. Résultat, j'ai prolongé automatiquement toutes les adhésions de 12 ou 18 mois, de telle sorte que les membres, pour eux, ça ne changeait rien du tout financièrement. Sauf que moi, en termes de trésor, tu te doutes bien que... Oui, ça t'a arrangé aussi. Ça m'a arrangé complètement. Mais par contre, il y a quand même un problème que j'imagine, c'est que qui dit crise sanitaire dit fermeture des frontières. Oui. Ils sont où les Chinois dans le Chinese Business Club? Bonne question. Mon cher Clément, il n'y a plus de Chinois au Chinese Business Club depuis le Covid, effectivement. Je ne change pas la cible, je ne change pas de marque. La marque Chinese Business Club existe toujours aujourd'hui, mais c'est vrai, tu as raison, que les Chinois, malheureusement, sont aux abonnés absents pour l'instant. Ils reviendront probablement dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas encore, mais je ne leur tourne absolument pas le dos. Néanmoins, j'élargis la cible. Donc aujourd'hui, je cible tout ce qui est entrepreneurs, start-up, TPE, PME, ETI. L'idée, c'est de dire à toutes ces belles sociétés, petites boîtes françaises qui marchent bien, de leur dire votre boîte marche super bien, tant mieux, c'est génial, mais peut-être qu'avec un bon réseau et un bon carnet d'adresses, peut-être que vous pourriez développer votre business et votre chiffre d'affaires de façon exponentielle. Ça fait une super transition pour justement ma question d'après, qui était sur la partie, c'est quoi l'intérêt en fait de rencontrer du monde ou d'un club comme le Chinese Business Club quand tu es entrepreneur? Avant de répondre à ta question, je vais préciser un point important. Il y a des milliers de clubs partout en France. Ils sont tous très bien, mais on a tous des positionnements différents. Voilà, ils sont tous très bien, mais ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Moi, depuis 2012, année où j'ai créé le club, j'ai toujours voulu avoir un positionnement ultra premium.
Aujourd'hui, au Chinese Business Club, tu as des milliardaires français très connus, je sais pas moi, les Bouygues, les Dassault, les Courtin-Clarins, etc. Tu as beaucoup de business angels, d'investisseurs. La plupart des chefs d'entreprise qui viennent au club sont propriétaires de leur boîte. J'ai des sportifs professionnels, des chefs cuisiniers, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs. Enfin, tu vois, il y a quand même du très beau monde à chaque déjeuner. Et donc, il faut vraiment voir le réseau comme un accélérateur de business. L'intérêt aujourd'hui pour un entrepreneur ou une petite start-up de rejoindre le Chinese Business Club, c'est que ça te permet d'exploser ton carnet d'adresses en très peu de temps. Alors évidemment, quand tu viens la première fois, c'est beau, ça brille, tu es impressionné, etc. Mais c'est pas en venant une fois que tu repartiras avec du business sous le coude. Par contre, tu repartiras avec plein de nouveaux contacts. Et évidemment, ces contacts derrière sont à transformer. Tu vois ce que je veux dire, hein, tu vas rencontrer plein de prospects qu'il faut transformer en clients. Connaître du monde et rencontrer du monde, c'est pas très compliqué, mais transformer tous ces prospects en clients et monétiser tous les contacts que tu rencontres, c'est une autre affaire, tu vois ce que je veux dire. Et moi, la seule chose qui intéresse les entrepreneurs qui viennent au club et les chefs d'entreprise, c'est évidemment le retour sur investissement. Et ils font du business, preuve en est, je te dis, c'est que 9 boîtes sur 10 restent au club tous les ans. Donc, voilà. Après, il y a aussi le côté où le business se fait un peu de manière indirecte, c'est-à-dire que c'est parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a présenté quelqu'un qui va faire que… Tu vois, c'est assez compliqué, je pense, de mettre un retour sur investissement strictement monétaire sur tel euro vient du Chinese. C'est plutôt telle opportunité à générer tel euro qui peut venir d'un club. On est complètement d'accord. Et au-delà du chiffre d'affaires généré, parce que comme tu dis, c'est pas toujours évident à calculer, au-delà de ça, tu as une vraie valeur immatérielle, dans le sens où moi j'ai beaucoup de médias qui viennent à tous les déjeuners tous les mois, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. Ils viennent à tous les déj. Et mine de rien, j'ai très souvent des membres du club qui se retrouvent avec des portraits, articles, citations, interviews, tu appelles ça comme tu veux, mais au final, c'est de la publicité gratuite. Et ça a une vraie valeur immatérielle, parce que tu vois, te retrouver avec une pleine page dans Challenge ou une interview sur BFM ou je sais pas quoi, ça vaut des milliers d'euros. Donc, c'est pas du business, c'est pas du chiffre d'affaires, mais n'empêche que ça se monétise quand même. Je pense que ça dépend aussi de comment tu capitalises dessus. Par exemple, une interview sur BFM aura beaucoup plus de valeur si tu communiques sur tous tes réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube ou peu importe, que si simplement tu te contentes du passage de quelques minutes à la télé. Là, tu n'auras pas le même retour sur investissement. Donc, je pense qu'il y a en fait il y a question de notoriété aussi que ça amène sur le moment. Et justement, parlons de ça un petit peu, la partie image, réputation. Le positionnement que tu as choisi pour ce club, c'est un positionnement, comme tu l'as dit, premium. Ouais. Comment tu fais pour attirer des gens premium ? Dès le début, j'ai voulu avoir un positionnement premium parce que je pars du principe que c'est plus difficile de monter en gamme que l'inverse. Donc dès le début, donc tu vois, moi mes premiers invités, c'était Monsieur Dassault, c'était la ministre Michèle Alliot-Marie, etc. Dès le début, tu vois, j'ai attaqué assez fort et j'essaye de prolonger depuis. Les invités d'honneur, c'est soit des chefs d'État, Macron, Sarkozy qui est venu 2 fois et qui reviendra en juin 2025, Albert de Monaco, soit des patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard, etc. Donc tu vois, c'est quand même des grands groupes français. Et de plus en plus, des entrepreneurs à l'origine de licornes françaises, ces fameuses startups qui sont valorisées plus d'1 milliard. Donc tu vois, tu as les fait Wahoo quand même. Donc on a reçu Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircall, etc. Et donc dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse. Une fois de plus, on disait tout à l'heure qu'il y a plein de clubs, c'est génial, mais voilà, moi je veux avoir un positionnement haut de gamme. Le Chinese Business Club est entre guillemets pas donné parce que les adhésions démarrent à 9 500 € hors taxes par an et par société, donc tu vois, c'est quand même un coût non négligeable, mais il se justifie par le réseau et les contacts que tu retrouves au club. Les gens que tu croises au club sont des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue et que tu ne croiseras dans aucun autre club, que ce soit en province ou à Paris. Il y a aussi un positionnement du club qui est aussi très… moi, j'ai vu aussi quelque chose d'assez institutionnel quand j'ai participé, qui peut un petit peu changer d'autres clubs qu'on peut voir, qui sont plus peut-être avec un côté ou avec des entrepreneurs plus jeunes, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi une volonté de ta part d'être vraiment positionné sur une partie qui est institutionnelle, presque politique, quand on y pense ? Tu as complètement raison, il y a une vraie volonté d'avoir un réseau hyper éclectique et atypique. Je pense que la force d'un réseau et d'un carnet d'adresses, c'est sa diversité. Et effectivement, au Chinese Business Club, comme tu le disais tout à l'heure, tu as d'un côté des jeunes entrepreneurs et des startups, de l'autre côté, tu as des gros investisseurs, des business angels, des gros patrons qui investissent également à titre perso, etc. Et tout ça est hyper complémentaire. Et depuis
l'origine du Chinese Business Club, il y a une vraie complémentarité. Au début, je te disais, il y a des Français qui veulent rencontrer des Chinois et vice-versa. Aujourd'hui, on est plus sur des entrepreneurs et des startups qui veulent rencontrer des business angels et des investisseurs. Et tout ça se complète très bien. Donc c'est pour ça que quand tu viens au club, tu viens chercher des objectifs et des targets précises. Tu vois, les business angels viennent rencontrer des projets entrepreneuriaux et des entrepreneurs l'inverse. Donc tu vois, il y a une vraie complémentarité. Tout ça avec un positionnement premium, toujours dans des beaux endroits. Et vraiment, tout est fait pour que tu repartes avec un maximum de contacts. Quand tu étais venu au Chinese Business Club, je crois que l'invité d'honneur, c'était le professeur de criminologie Alain Bauer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as un cocktail networking pendant 1h30 de 11h30 à 13h où les gens sont debout, mobiles, accessibles. Ensuite, on déjeune de 13 à 14, emplacement libre pour tout le monde, sauf la table d'honneur évidemment, mais emplacement libre pour tout le monde, ce qui t'a permis d'aller t'asseoir à la table que tu souhaitais, notamment s'il y a des gens qui t'intéressaient, mais tu allais t'asseoir à la même table qu'eux. Et ensuite, à 14h, une nouvelle fois, café debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc l'idée, si tu veux, c'est tous les mois, plusieurs fois par mois, c'est de repartir avec plein de contacts à transformer en business, comme on dit, à monétiser. On est là pour faire du business, mais tout en joignant l'utile à l'agréable. Et justement, comment est-ce que tu vois l'évolution de ce club dans le futur? C'est quoi l'ambition? Parce que tu es déjà bien installé, tu as déjà une belle réputation. Comment tu vois, est-ce que tu vas grandir plus? Est-ce que tu te vois être plus select? Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, le problème de ce business model, c'est qu'il est totalement plafonné. Aujourd'hui, j'ai 130 sociétés membres. Je peux éventuellement passer à 140 ou 150 sociétés membres, mais tu te doutes bien que je ne peux pas passer à 300 ou 400 membres, contrairement à l'entrepreneur qui va lancer une application qui est téléchargeable des milliers ou des millions de fois sur Android, etc. Ça, moi, malheureusement, je suis complètement plafonné. Donc aujourd'hui, à défaut d'augmenter le nombre de sociétés membres, je peux effectivement augmenter le revenu par membre. Je te disais tout à l'heure que l'adhésion démarrait à 9005. Elle démarre à 9500 € hors taxe. Effectivement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai les 3/4 des sociétés qui sont à ce tarif-là. Mais à côté de ça, j'ai 1/4 des sociétés membres qui sont sous forme de partenariat avec des niveaux de tarifs beaucoup plus costauds, mais qui ont systématiquement plusieurs places à la table d'honneur, à tous les déjeuners, toute l'année, et peuvent même choisir leurs voisins de droite, de gauche, d'en face, etc. Par exemple, si toi, Clément, tu es partenaire, tu me dis, ben voilà, Harold, au prochain déjeuner, je serai à la table d'honneur et j'aimerais avoir à ma droite Monsieur Dassault, à ma gauche Jacques Séguéla ou Douste Blazy ou Michel Alliot-Marie, et en face de moi, le PDG de Shiseido ou le PDG de Le Nôtre, ou tu vois. Et moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois content de tes emplacements à la table d'honneur pour que tu fasses partie des 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Par rapport à ça, je me dis, c'est pas pertinent pour tout le monde d'être à côté, par exemple, de Monsieur Dassault ou alors de personnalités politiques assez connues. Pour quelle typologie d'entreprise ça va être pertinent de rencontrer, je sais pas, des personnalités politiques, de rencontrer des chefs d'entreprise du CAC 40? Ça va être plus pour des chefs d'entreprise, j'imagine, qui dirigent aussi des entreprises du CAC 40 ou alors qui dirigent... Ah non, mais moi j'ai plusieurs belles PME qui sont partenaires et qui sont à la table d'honneur tous les mois. Hein, donc il n'y a pas du tout que des grands groupes. J'ai beaucoup plus de petites sociétés, de TPE, PME au Chinese Business Club que de grands groupes. Il y a très peu de grands groupes. Hein. J'ai BNP Paribas, Gestion de Fortune, il y a Air France. Et toi, c'est quel type d'entreprise qui t'intéresse? Aujourd'hui, moi, je rêve qu'il y ait beaucoup plus de jeunes entrepreneurs, de start-up avec des idées innovantes. On parle de plus en plus, aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, intelligence artificielle. Moi, s'il y a des start-up sur les nouvelles technologies ou dans le domaine de la santé, etc., elles sont évidemment toutes les bienvenues au Chinese Business Club. Est-ce que tu n'as pas peur de la concurrence? Parce qu'aujourd'hui, des clubs sur Paris, il y en a plein d'autres qui se créent. Mais si on a peur, on fait rien dans la vie. Exactement. Non, mais réellement, des clubs, il y en a plein. Et si j'avais peur, j'aurais jamais rien fait. Je vais te dire, quand j'ai créé ce club en 2012, personne n'y croyait. Tout le monde me disait, un club quoi? Franco, chinois? Mais Harold, tu parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, tu connais pas un seul chinois, et tu penses que ça va marcher ton truc? Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit ça, et en plus c'était des gens bienveillants qui m'aimaient bien, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais moi j'étais convaincu que ça marcherait un jour. Donc si dans la vie, on fait que écouter les autres, etc., mais on fait rien. Et si on a peur, il se passe rien. 10 000 fois, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Mais il n'y a pas une journée où je me disais ça. Bon, maintenant, je me le dis plus, j'ai de la chance, mais évidemment que j'avais des doutes. En plus de ça, je galérais, j'avais pas un rond. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as des doutes, si tu es convaincu et que tu crois à ton idée, t'avances, tu lâches pas le morceau.
Après, la question, je te la pose. Alors, c'était une question que je voulais te poser un petit peu après, mais justement, dans le sondage Instagram qu'on a fait il y a quelques jours pour poser la question à la communauté, eh bien, quelle question vous voudriez poser à Harold? Et alors? Il y a quelqu'un qui a dit, bah, justement, on m'a refusé d'entrer au Chinese Business Club parce que j'ai créé un club concurrent. Et tu lui réponds quoi? Je sais de qui il s'agit, on se connaît, il est très sympa. Et en fait, je ne l'ai pas refusé parce qu'il a un club concurrent, je l'ai refusé parce qu'il n'adhérera pas. Et donc, en gros, moi, tous les événements que j'organise au club sont réservés aux sociétés membres. Néanmoins, pour faire découvrir le club à des prospects potentiels, à des membres potentiels, je leur dis, avec grand plaisir, venez tester le club une seule fois. Vous payez uniquement votre couvert 250 € TTC. Et puis, à l'issue de ce déjeuner test, libre à vous de rejoindre le club ou pas. Moi, le meilleur moyen de convaincre des prospects, c'est de leur faire tester. Après, quand je sais pertinemment que quelqu'un veut tester le club, je ne sais pas moi, soit un étudiant, soit un retraité, soit un salarié, mais qui n'est pas décideur, etc., qui veut venir tester le club, oui, je décline la demande. Donc c'est plus par un aspect de sélection en fait, c'est ça l'idée. Attendez, il n'y a aucune animosité contre qui que ce soit, Clément. Non, mais réellement, je vais te dire, j'ai la chance d'avoir beaucoup de monde au club, j'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes à chaque déjeuner tous les mois. Je suis obligé de sélectionner les demandes et tu te doutes bien que je préfère donner la priorité à un chef d'entreprise qui est vraiment intéressé pour adhérer au club, pour lui faire découvrir le plus vite possible mon club. Quand je sais pertinemment que quelqu'un ne va pas adhérer, j'ai peu d'intérêt à le faire venir. Enfin, moi, remplir pour remplir, j'ai pas besoin. Je cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Bah, c'est une belle conclusion. Et justement, il y a une autre question d'un autre abonné qui te pose la question, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vois le futur des clubs d'affaires en général? Vers quelle tendance est-ce que tu penses que ça va évoluer? Il y en a de plus en plus et je trouve ça très bien, je veux te dire. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait plein de clubs. Tu sais, aujourd'hui, tu as des clubs pour tout. Tu fais du sport, tu as un club de sport. Tout. La question, c'est surtout par rapport au développement du digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de rencontrer quelqu'un. Il y a des outils comme Full & Reach qui permettent d'avoir le numéro de téléphone d'à peu près n'importe qui. Qu'est-ce qui, selon toi, amène plus de valeur ajoutée que tous les outils qu'on a aujourd'hui qui permettent déjà d'entrer en contact avec n'importe qui? On en a parlé, le positionnement. Moi, j'ai toujours voulu avoir un positionnement très haut de gamme et l'intérêt, c'est qu'au Chinese Business Club, tu rencontres des gens que tu ne croiseras pas à tous les coins de rue, donc ça c'est la première valeur ajoutée. Et tu ne les croiseras pas sur des trucs, des applications en ligne, ça j'y crois pas un seul instant, enfin à ce niveau-là en tout cas. Ensuite de ça, c'est super d'être connectés les uns les autres via les applications et tout, c'est génial. Mais c'est bien de se voir quand même régulièrement, une fois par mois, en physique, en présentiel, à l'occasion d'un déjeuner, donc tu vois, c'est pas compliqué. Le but, c'est une nouvelle fois de joindre l'utile à l'agréable. Il n'y a pas que le business, c'est également de passer des moments sympas. Mais en plus, si on fait du business, alors là, c'est l'apothéose. C'est le top. Actuellement, on est le 14 novembre au moment de ce tournage. La prochaine édition, elle est en décembre du Chinese Business Club. Oui. Et il y a un des auditeurs qui demande pourquoi est-ce que tu as décidé d'inviter Jordan Bardella, qui est une personnalité d'extrême droite, sur le Chinese Business Club? Est-ce qu'il n'y avait pas un profil plus intéressant à inviter que cette personne-là? Alors c'est une très bonne question de la part de cet auditeur. Le club est apolitique. Moi, ce que j'organise, ce ne sont pas des meetings, ce sont des réunions business tous les mois. Effectivement, j'ai pris cette décision parce que il est quand même ultra médiatisé. Il vient de sortir un bouquin. Je crois qu'il y a 40 millions de Français qui ont voté pour lui en juin dernier, donc c'est quand même pas rien. Je crois même que c'est le premier parti de France en nombre d'électeurs. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas mon problème. On est pour, on est contre, c'est pas le sujet. Moi, je donne la parole à tout le monde, y compris les gens de gauche. On a reçu, je sais pas moi, Bernard Cazeneuve, Macron, Sarkozy, comme je te l'ai dit plusieurs fois, et qui revient en juin prochain. Alors oui, effectivement, l'invité d'honneur est clivant, mais je peux te dire que je n'ai jamais reçu en 12 ans de Chinese Business Club autant de demandes de participation que pour le 13 décembre 2024, c'est hallucinant. Je croule sous les demandes. Il y aura également beaucoup de télévision, beaucoup de médias. Il viendra parler uniquement programme économique. Et voilà, donc en tout cas, je croule sous les demandes. Je m'attendais à recevoir pas mal de messages pas très sympas sur les réseaux sociaux. Et au final, aucun. Il y a des auditeurs qui demandent quelle est la stratégie que tu utilises pour créer des connexions qui sont authentiques entre les membres du club. Oula, c'est une bonne question, mais qui est difficile quand même. Je vais te dire, les connexions, elles se font naturellement. Au début, une nouvelle fois, quand tu viens une fois au club pour la première fois, etc., tu es un peu perdu. Quand tu viens régulièrement, il y a des affinités qui se créent, les membres se voient, se revoient, se retrouvent, etc. Donc évidemment qu'il y a des affinités qui se créent entre les membres lors des événements.
Et tout ça se fait, j'ai envie de te dire, naturellement. Je veux dire, soit ça matche pas. Ce qui se passe dans la vie professionnelle, c'est une nouvelle fois comme dans la vie privée, c'est exactement pareil. Mais c'est vrai que le fait d'enchaîner les occasions et les réunions tous les mois, ça facilite la tâche quand même. Donc pour toi, c'est plus quelque chose qui se fait naturellement. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose quand même sur lequel tu essayes de forcer un peu le destin, si je puis dire? Non. Non, tout ça se fait naturellement. Ok. Et bien si toi tu vois deux personnes de profil qui pourraient bien matcher, boum, tu peux faire la mise en relation. Je passe mon temps effectivement à faire des mises en relation à la demande des membres. Moi, très souvent, j'ai des membres du club qui viennent me voir en me disant Harold, je veux rencontrer le patron de Clarin, je veux rencontrer la patronne de Reza. Je passe mon temps à faire des mises en relation. Enfin, je fais que ça. Ok, donc c'est aussi une manière, j'imagine, pour les personnes de rentabiliser le club, de toute manière. Bien sûr, ok. On est complètement d'accord. Ils viennent pour ça et c'est normal. Il y a une autre question d'un auditeur qui me demande à quoi ressemble une journée type en tant que fondateur et dirigeant du plus grand club d'affaires de France? J'aime bien cette question. En fait, ma journée est assez simple. Alors déjà, je travaille beaucoup. Je bosse de chez moi tous les matins entre 8h30 et midi et demi. J'enchaîne des déjeuners quasiment tous les jours. L'après-midi, soit je rentre bosser à la maison sur mon ordi, parce que j'ai pas de bureau. Moi, j'ai ni employé, ni salarié, ni assistant, ni apprenti, ni stagiaire. J'ai même pas de bureau, donc je bosse de chez moi. J'habite à Levallois. J'ai mon petit ordinateur et mon téléphone. Le matin, je bosse de chez moi. Et puis, j'ai souvent des déj en semaine. L'après-midi, soit j'enchaîne des rendez-vous, soit je bosse sur mon ordi. Et le soir, j'ai toujours 1 ou 2 cocktails. Et très souvent, alors de moins en moins, mais je bossais souvent très tard sur mon ordi le soir. Mais comme j'ai de plus en plus souvent des invitations, j'ai moins l'occasion de bosser le soir sur mon ordi. Mais avant, je bossais très souvent jusqu'à minuit, 1h, 2h du mat sur mon ordi. Et curieusement, j'aimais bien parce que t'es pas dérangé, le téléphone sonne pas. Et au moins, tu vois, je me sens productif. Et après, quand je me couche, j'ai la sensation du travail fait, du travail bien fait. Et est-ce que tu as une équipe aujourd'hui? Tu délègues une partie, j'imagine, des opérations? Alors, je te dis, moi, j'ai ni employé, ni salarié, ni associé, j'ai rien du tout. Je fais bosser des gens qui sont en freelance, qui sont à leur compte, indépendants, etc. Mais sinon, j'ai pas d'équipe. Je fais juste bosser des freelances sur des missions ponctuelles. Ok, d'accord. C'est peut-être le plus efficace par rapport à ton business model aussi. Moi, le problème, si tu veux, c'est que dans mon business, au mois de mai, par exemple, il ne se passe rien. En juillet et en août, il ne se passe rien. Ça fait déjà 3 mois dans l'année. 3 mois sur 12, ça fait un quart de l'année. Je pourrais avoir des salariés en CDI, etc., mais c'est pas rentable. Et puis en plus de ça, je trouve que ça coûte cher. Licencier, ça coûte le double. Si jamais je suis traîné au prud'homme, je suis sûr de perdre dans 90% des cas, comme tous les chefs d'entreprise qui se retrouvent au prud'homme, qui perdent tout le temps. Et puis je trouve qu'il y a trop de vacances, trop de congés. Il y a 5 semaines de congés payés, 4 semaines de RTT, il y a 11 jours fériés par an, c'est complètement délirant. 2 semaines de vacances à la Toussaint, 2 semaines à Noël, 2 semaines en février, 2 semaines à Pâques. Si tu veux, moi je préfère faire bosser des freelances. Ils me facturent cher, mais au moins ils bossent bien, ils sont réactifs, ils ont faim, etc. Si tout ça ne dépendait que de moi, si j'étais au gouvernement par exemple, j'attribuerais un numéro de SIRET à tout le monde. Et puis comme ça, on pourrait tous se facturer les uns les autres. Ce qui rendrait les choses quand même beaucoup plus faciles, j'imagine. On devrait spontanément avoir, aujourd'hui tu sais que c'est un truc de dingue, alors là on change complètement de sujet, mais aujourd'hui on a un numéro de carte nationale d'identité, un numéro de passeport, un numéro de permis de conduire, on a un numéro pour 12 000 trucs, et on devrait avoir un numéro unique. Et on n'a pas de numéro qui permet de faire des échanges de bons procédés entre particuliers, quoi. Exactement, on devrait avoir chacun un numéro de SIRET qui serait le même que la pièce d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte vitale, etc. Un numéro. Un nom, un numéro. Bon, après, ça fait très numéro, mais... Est-ce que ça, parce qu'il y a plein de gens qui s'expatrient justement à cause de ces sujets-là, est-ce que toi, tu y as déjà pensé? Jamais de la vie, parce que moi, je suis chauvin et je ne quitterai jamais la France. Ok. Vraiment jamais, c'est un nom définitif. Non, mais voilà, je suis français, j'aime la France, j'aime mon pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui t'attirent? Par exemple, je sais pas, il y en a plein qui s'expatrient à Dubaï, il y en a plein qui s'expatrient Dubaï, aux États-Unis. c'est sympa quelques jours pour aller prendre le soleil et revenir, etc. Mais je suis désolé, on a culturellement, il y a beaucoup plus de choses culturelles à faire en France qu'à Dubaï. Et Dubaï, c'est génial pour la chaleur. Voilà, mais j'ai des copains à Dubaï, je suis ravi d'y aller occasionnellement en vacances, mais je n'aimerais pas habiter en dehors de la France. Est-ce que tu as déjà envisagé une carrière politique?
Écoute, ça m'a effleuré l'esprit, mais le problème, c'est que moi, j'ai envie d'aller au restaurant et de faire ce que je veux et de rouler dans des belles voitures si je le souhaite, sans que les contribuables disent que c'est à leurs frais. Donc, le problème, si tu veux, c'est qu'en politique, quoi que tu fasses, tu en as toujours la moitié pour, la moitié contre, la moitié qui dit oui, la moitié qui dit non. Et je trouve que c'est trop dur. Puis en plus, je trouve qu'il y a un climat politique qui est extrêmement tendu. Je te pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a plein de belles personnalités politiques qui sont venues. On peut citer plusieurs ministres de l'économie, des présidents de partis, donc Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, il y a Jordan Bardella. Tout ça, c'est quand même très, très, très lié à la politique, en plus du business. Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être un début de deuxième carrière Alors, il n'y a pas de deuxième carrière. Moi, j'espère pouvoir prendre ma retraite le plus tard possible. Ok. Sauf si j'ai des problèmes de santé. Hein. Je touche du bois. Ça ne m'intéresse pas de rien faire à la retraite. J'espère pouvoir continuer le Chinese Business Club le plus vieux possible. Et puis ensuite, pour revenir sur les invités d'honneur, moi, l'invité d'honneur, c'est vraiment le prétexte pour réunir tout le monde. Qu'est-ce qui va faire qu'un événement est réussi, selon toi? L'invité d'honneur, entre autres. Ok. Ah bah évidemment, et le lieu, la nourriture, les personnalités qui sont dans la salle, l'invité d'honneur, le fait que tu repartes avec plein de contacts que tu vas transformer derrière. Il faut en permanence que... Moi, ce que je veux pas, ce que je redoute, c'est que les sociétés membres se lassent des événements du club. Parce qu'on en fait quand même beaucoup, j'en fais depuis 12 ans maintenant. Donc il ne faut surtout pas qu'ils se lassent. Donc en permanence, il faut que j'innove, il faut que les sociétés membres qui viennent tous les mois continuent d'avoir l'effet wow. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Et tu vois, par exemple, une fois, j'avais fait un coup qui avait marché. Au lieu que ce soit des serveurs qui servent les coupes de champagne et les verres d'eau et les verres de jus d'orange et tout, c'était une armée de robots. C'est tout con, mais n'empêche que les gens étaient bluffés. Alors tout le monde a fait des selfies avec les photos. Le robot se baladait avec un plateau et il te disait « Bienvenue au Chinese Business Club, est-ce que vous voulez une coupe de champagne ou un verre d'eau et tout ?» C'est tout bête, tu vois, c'est pas compliqué. C'est tout bête, mais ça fait le buzz. Donc tout le monde a fait des photos, des vidéos, des stories, des machins, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Génial, tu vois. Donc il faut trouver des idées comme ça et tout, c'est hyper important. Donc en fait, il y a deux piliers, si je comprends bien. Il y a les gens que tu vas rencontrer et puis il y a le cadre. Les gens que tu vas rencontrer pour faire du business, hein, parce que je te dis, non, mais une évidemment, nouvelle fois, c'est sous-entendu. le but, alors le cadre est important, c'est toujours des beaux lieux dans Paris, tu vois, le Westin Vendôme, la salle est magnifique, l'hôtel du collectionneur rue de Courcelles, l'Intercontinental Opéra, le salon Opéra, c'est le Paris le Grand, c'est la plus belle salle de tout Paris. Tu vois, c'est tout ça, en fait, c'est une multitude de paramètres qui contribuent à un succès à chaque fois. Moi, je me pose quand même une question, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'habitude des événements comme ça pour rencontrer. Et on peut se retrouver des fois un petit peu mal à l'aise. Comment est-ce que tu fais pour parler à une personne que tu ne connais pas lors d'un événement de networking? Alors, ça c'est une question effectivement qui est récurrente. Évidemment, quand on va dans un endroit où on ne connaît personne, au début on est toujours un peu gêné, il y a de gênance comme on dit. Et donc voilà, il va y avoir cette gêne pendant quelques minutes et puis une fois qu'on a commencé à discuter et tout, la gêne disparaît. C'est pas très compliqué d'aller vers quelqu'un. La seule question, c'est est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Est-ce que ça va l'intéresser? Parce que le problème, c'est que si vous n'avez rien à lui dire et rien à lui apporter, effectivement, ça va être gênant pour vous et puis même pour lui. Et puis, il faut qu'il y ait quand même un minimum de complémentarité. Moi, ma théorie, c'est qu'au bout de 3 secondes, les gens, ils ont déjà décidé quand tu commençais à leur parler si tu les saoules ou pas, en fait. Oui, mais et ça dépend en fait de ta posture, ça dépend de qu'est-ce que tu vas raconter. Est-ce que tu t'intéresses à la personne ou est-ce que tu es venu pour dérouler un pitch? On est d'accord. S'il y a quelqu'un qui t'intéresse, il faut que tu arrives, je sais pas moi, avec une question ou une demande précise. Il faut que tu saches te présenter en quelques secondes seulement pour que ton interlocuteur sache à qui il a affaire. Il faut avoir une posture, il faut avoir une présentation vestimentaire. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'oblige la cravate au Chinese Business Club. Alors, je sais que ça fait un peu vieux jeu, old school et tout, mais je trouve ça bien tous les mois de bien s'habiller, etc. Sinon, tout le monde débarquerait en t-shirt, sweat à capuche et compagnie, tu vois, et ça, je veux éviter. Ça, c'est une bonne question, tu vois. Pourquoi est-ce que tu obliges costard-cravate au Chinese Business Club? Justement, pour que les gens fassent un effort vestimentaire. Je trouve que ça contribue au succès général. Je pense que c'est une forme de respect vis-à-vis de ses interlocuteurs. C'est vrai que ça choque les gens quand je leur dis costume-cravate. C'est comme si je te disais, oui, et puis tu penses également à te faire les ongles, etc. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de présentation, de propreté, etc. Tu vois, avoir les ongles propres, ça vous paraît évident? Pour moi, costume-cravate, ça me paraît évident. Pareil. Non, mais c'est une question de présentation générale. Et peut-être une question d'image aussi, j'imagine. D'image, si tu veux te positionner haut de gamme, etc. Évidemment. Okay. Ça fait partie d'une image haut de gamme. Aujourd'hui, tu es aussi business angel. Oui.
C'est quoi le rôle que tu penses jouer en tant que business angel pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans les années à venir? Alors effectivement, à titre perso, enfin même à titre professionnel d'ailleurs, je suis de plus en plus business angel, c'est-à-dire que j'accompagne des projets entrepreneuriaux. Donc en général, c'est des entrepreneurs qui me contactent souvent via LinkedIn principalement. Et donc on se rencontre et puis moi si j'y crois, si je crois au projet, si je crois en eux, etc., on avance, on attaque. Bon après je suis tout petit business angel, hein, je suis pas Xavier Niel évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aide à mon petit niveau, je pense pouvoir être utile, et puis surtout, j'en tire une satisfaction parce que c'est vrai que c'est agréable entre guillemets, de rendre service et de se sentir utile. Tu vois ce que je veux dire? Avec mon expérience, avec le Chinese Business Club et le réseau que j'apporte à ces startups que j'accompagne, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, obtenir de l'argent, c'est pas très compliqué. Tu fais un prêt, un emprunt à la banque, mais sauf que cet argent n'a aucune valeur. Moi, non seulement j'apporte de l'argent, mais en plus de ça, j'apporte mon réseau et mon carnet d'adresse. Donc, je suis un business angel ultra actif et pas du tout un sleeping partners, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a deux sortes de... La valeur, en fait, va être plus dans l'accompagnement que dans la monnaie, Oui, en fait. exactement. Okay. Ce que j'apporterais beaucoup plus de réseau, de contact et de mise en relation que de cash, entre guillemets. Mais je trouve que c'est sympa à faire. Et puis, voilà, je suis... une dizaine de projets entrepreneuriaux et c'est toujours hyper agréable de voir que ça se développe dans le bon sens, que les chiffres d'affaires explosent, etc. Enfin, c'est comme un bébé que tu vois grandir, grossir, etc. Enfin, c'est pareil. Hein. Ok, je vois l'idée. À présent, on va arriver un petit peu à la fin de ce podcast, à la conclusion. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin ou une ouverture que tu souhaites nous partager pour les années à venir? Le mot de la fin et le conseil que je donne à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est vraiment de ne pas négliger le réseau et le carnet d'adresse. C'est hyper important. Il faut vraiment une nouvelle fois voir le réseau comme un accélérateur de business. Beaucoup de gens ne s'intéressent au réseau que quand ils en ont besoin et je pense que c'est une grossière erreur. Il faut s'intéresser, développer son réseau quand on n'en attend rien. Tu vois, très souvent, moi j'ai des gens qui me contactent en me disant « Ah ben Harold, je t'appelle, ça fait longtemps. Je suis au chômage, etc. » C'est insupportable, tu vois ce que je veux dire? Il faut s'intéresser, développer son réseau quand on n'a rien à demander et pas le jour où on a besoin, tu vois ce que je veux dire? D'abord tu donnes sans compter, puis au moment où tu as besoin de reprendre, ça vient naturellement. Et les gens te renverront l'ascenseur beaucoup plus facilement, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut développer son réseau quand on n'a rien demandé et c'est comme ça tu vois, les gens préfèrent que tu ailles les voir sans qu'ils se disent bah, tiens, il va venir me demander quelque chose, tu vois, c'est récurrent, mais bon. Ce serait ça le conseil que tu donnerais? Le conseil, c'est de considérer, parce que beaucoup de gens sous-estiment le réseau, il faut voir le réseau comme un accélérateur de business. Voilà. Ok, mais ça ferait même un bon titre de podcast. Franchement, ouais. Tu vois, ça sonne bien, je trouve. Merci à tous d'avoir écouté cette édition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo YouTube ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous retrouverez également des extraits au format court exclusif sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube Shorts.